Bon, bonsoir, bienvenue dans l'auditorium Germaine Tillon du MUSEM. Merci d'être là, merci de braver le froid pour être avec nous ce soir. Donc nous continuons ce cycle autour du bonheur. Un petit rappel, pour ceux qui n'ont pas assisté à d'autres séances. Ce cycle s'inspire d'un film d'Edgar Morin et de Jean Rouch qui s'intitule Chronique d'un été, réalisé en 1960. Et nous avons ce soir le plaisir d'accueillir parmi nous Patrick Bouchain, qui est architecte, et nous le remercions bien sûr d'être présent. Les rencontres se sont préparées en collaboration avec l'Institut d'études politiques d'Aix, Sciences Po Aix-Marseille, et donc ce sont à chaque fois des étudiants différents qui se prêtent à l'exercice du grand entretien avec notre invité. Alors ce soir, nous avons Alice Thubert, Anna Lorca et Alix Boyer, donc, qui seront en conversation avec Patrick Bouchain. Une toute petite chose aussi, pour ceux qui souhaitent prolonger, Patrick Bouchain a une exposition en ce moment au CCR du MUSEM, donc à côté de la friche Belle de Mai, changement de propriétaire. Et donc bien sûr, nous vous invitons à aller voir cette exposition si vous ne l'avez pas vue encore. Et puis voilà, je passe la parole à nos quatre invités, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Alors, bonsoir à tous. Alors, Patrick Bouchain, architecte, constructeur et scénographe, est un artisan du bonheur. Étudiant à l'école des Beaux-Arts de Paris, puis professeur des dessins, il se dirige ensuite vers l'architecture. Attiré par les milieux artistiques et du cirque, Patrick Bouchain participe à la réalisation de chapiteaux et salles de spectacle. Il est aussi connu et reconnu pour la réhabilitation de nombreuses friches industrielles, devenues des véritables lieux et centres culturels et sociaux participatifs, où tous se rencontrent, se mélangent et façonnent l'endroit de leur façon d'être. Architecte d'exception, il place la volonté de construire autrement au cœur de ses projets et encourage une nouvelle manière de concevoir l'architecture et de concevoir le rôle de l'architecte au sein de la ville. Donc, bonsoir Patrick Bouchain. Alors, nous aimerions ce soir, dans un premier temps, parler avec vous de votre conception de l'architecture, pour ensuite nous interroger et vous demander en quoi le projet Metavilla de 2006 incarne votre façon de voir l'architecture et de la comprendre. Pour enfin, dans une dernière partie et de façon plus large, nous interroger et vous interroger sur la place qu'a l'architecture ou que peut avoir l'architecture vis-à-vis du bonheur, sur le lien en fait entre architecture et bonheur. Donc ma première question, c'est une question un peu piège. Pourquoi, selon vous, le MUSEM a invité un architecte sur une conférence sur le bonheur? Parce que j'ai que des amis au MUSEM. Voilà, et en plus parce que voilà, j'ai participé à la grande expérience de Marseille, capitale européenne de la culture, et que la friche de la Belle de Mai dont je m'occupais a fait partie des grands projets. Et donc, comme le MUSEM en était un, j'ai eu cette relation avec le MUSEM. Et ça peut peut-être préparer que l'architecture est un moment de réunion. C'est-à-dire que si on fait attention, l'architecture, en général, se concrétise par un chantier, par une construction. Et si on y fait vraiment attention, elle est le moment de la réunion des hommes pour produire un objet commun. Et donc, peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure, mais le fait que Marseille ait été à un moment donné un grand chantier pour produire des équipements culturels d'intérêt général, ça a peut-être été un lieu d'union communautaire. Donc, peut-être de bonheur. Merci beaucoup. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps à la philosophie, à votre philosophie et votre conception de l'architecture que vous avez décrit dans un livre qui s'appelle « Construire autrement » et où vous disiez d'ailleurs qu'il était très important de construire plus avec moins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Patrick Bouchain, construire autrement? C'est succinctement, du coup. Non, si vous voulez, moi, voilà, je suis sorti de l'école en 1966. Voilà, donc c'est quand même très loin. C'est avant 1968. Et on se posait la question déjà en 1966, comment produire de l'architecture autrement? Il y a eu donc les événements de 68, un changement important dans l'enseignement de l'architecture. Et moi, j'ai décidé à ce moment-là de ne pas construire. J'avais décidé de ne pas participer peut-être à cette nouvelle façon de construire, mais de peut-être être dans un mouvement de réparation, c'est-à-dire d'accompagner
les gens qui avaient un besoin d'architecture et de partir donc de la demande. Et donc construire autrement, c'est peut-être considérer qu'il n'y a pas d'architecture sans désir, il n'y a pas d'architecture sans demande, et c'est de repérer qui est le porteur de ce désir. Parce que très souvent, celui qui exprime un désir, il est très vite accaparé par quelqu'un qui s'en sert comme outil, disons, sur le plan politique, comme élément de programme. C'est-à-dire qu'il prend l'idée de quelqu'un comme un élément de programme, et en général, après, il confie cet élément de programme à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre le confie à quelqu'un d'autre, et on perd l'idée d'origine, qui était le désir de faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à me poser cette question, et si j'emmenais tout le temps ce désir dans toutes ces étapes qui sont en général hachées par l'organisation de la société dans laquelle on est. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup ce qu'on appellerait de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire non pas de l'architecture, mais aider la maîtrise d'ouvrage à mieux préciser la commande. Et c'est pour ça qu'après, j'ai beaucoup aidé des entreprises à peut-être comprendre la commande qu'elles recevaient de la maîtrise d'ouvrage. Et j'ai souvent aidé des utilisateurs à recevoir un équipement, ou tout au moins peut-être à être eux-mêmes le demandeur et l'utilisateur. Donc construire autrement, ça serait de se promener dans ce grand panorama que je viens de décrire, et non pas de considérer que les architectes n'existent qu'au moment de la conception. Voilà. Peut-être que c'est indispensable qu'il y ait quelqu'un qui conçoive, mais peut-être que, disons, préparer une commande, c'est une forme de conception architecturale, car une bonne commande produit une bonne architecture. Et une architecture bien construite, c'est-à-dire par un entrepreneur et par un ouvrier qui se trouve dans une situation, disons, d'aisance normale, c'est peut-être produire une architecture d'interprétation et non pas une architecture d'exécution. Donc très tôt, je me suis dit, j'ai envie de faire une architecture d'interprétation et non pas une architecture d'exécution. Et donc peut-être de faire que raconter une histoire, ça suffit pour qu'on comprenne ce qu'il faut construire et de ne pas dessiner ce qui va être construit. C'est-à-dire que c'est le sens qui doit tout le temps être remis devant et peut-être pas la forme. Ça, c'est construire autrement. Alors, c'est très compliqué parce que c'est contraire aux règles publiques de commande de l'architecture. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai été du côté de la commande, pour essayer de comprendre, y compris de la commande politique, de la commande technique, de la commande économique même, parce que ça fait partie, et de l'utilisation. Voilà, donc c'est ça, construire autrement. D'accord. Vous avez parlé de commande. Vous avez aussi exprimé le désir de parler d'un de vos projets, Metavilla, dont on a une petite vidéo d'ailleurs à passer, et vous expliquez assez brièvement pour ceux qui ne sont pas familiers. Il faut peut-être l'expliquer avant, non? La vidéo? Oui, non. On va expliquer en même temps, Metavilla. Non, mais pourquoi Metavilla? Non, vous l'expliquez. Vous dites vous-même que l'architecture ne se montre pas, elle se vit. Donc c'est cette idée qui va vous pousser à mener à bien votre projet qui est Metavilla lors de la Biennale internationale d'architecture de Venise en 2006. Donc en fait, le thème proposé, c'était la métacité. Donc pour y répondre, vous avez créé votre Metavilla, donc c'est-à-dire vous avez créé un pavillon de vie et d'accueil et de solidarité. Donc Metavilla, on peut le comprendre donc comme Metavilla, mais aussi comme mettre sa vie là, mettre sa vie ici. C'est un jeu de mots par rapport à ça. Et donc vous avez créé donc une structure en échafaudage qui abritait un hôtel, mais aussi une cuisine ouverte, un bar, une salle de vie, une salle d'exposition de vos travaux. Vous avez vécu sur le lieu de l'exposition pendant les 3 mois. Donc en voyant les images et en voyant ce que vous avez fait, on s'aperçoit que vous avez créé un véritable pavillon de vie et de bonheur. Donc on s'est demandé, donc, dans un premier temps, pourquoi avoir fait ce choix de faire un pavillon de vie et pas une simple exposition comme les autres intervenants, mais aussi pourquoi avoir voulu créer cette ambiance d'hospitalité et de convivialité qui semble très chère à vos yeux dans ce projet. Il y a encore des images derrière. Oui. Non, si vous voulez, il faut l'expliquer quand même. C'est-à-dire qu'un jour, on me demande donc de participer avec Françoise Jourda au pavillon de la France à la Biennale de Venise, dont le sujet était une vision prospective d'un Paris ou d'une capitale ou d'une ville en 2050 ou 2034. Moi, je n'aime pas cette façon de faire. Voilà, j'ai travaillé un peu avec Jean Prouvé, et Jean Prouvé disait toujours, il ne faut pas travailler pour la maison de l'avenir, il faut travailler pour la maison d'aujourd'hui.
Donc, c'est de dire qu'en fin de compte, l'architecture, c'est aujourd'hui qu'on l'a fait, et c'est parce qu'on l'a fait aujourd'hui qu'éventuellement on l'emmène dans le futur. Et c'est parce qu'on l'expérimente qu'on l'emmène dans le futur. Et donc, quand on m'a proposé de faire le pavillon avec Françoise Hélène Jourda, j'ai refusé, ce qui est un peu prétentieux. Et je dis non, c'est mieux qu'elle le fasse toute seule. Il y avait eu il n'y a eu aucune femme architecte qui avait eu le pavillon de la France. Et j'ai dit c'est mieux qu'elle soit identifiée comme femme et qu'elle le fasse seule. Je n'ai pas à m'associer avec elle. Et puis voilà, j'avais tourné la page. Et on m'a donc reproposé 2 ans après le pavillon. Et en me le proposant, je n'étais pas du tout prêt. Donc j'ai dit non. Et puis quand même, je me suis dit, mais on ne peut pas dire non à une chose pareille. Il y a tellement de gens qui attendent d'avoir le pavillon de la France. Donc je me suis donné 2 mois de réflexion. Et au bout de 2 mois, je suis revenu voir donc, la personne qui présidait l'Institut, enfin, l'Agence française de l'action artistique, l'AFA, qui était Robert Lyon, qui a été quand même un grand aménageur. Et je suis allé voir Robert. Je lui ai dit, écoute Robert, je veux bien le faire, mais j'ai une idée. Il me dit laquelle? J'ai dit, je vais habiter le pavillon de la France. Et lui, pourtant, c'est un homme pragmatique. Il a cru que c'était un concept. Et il m'a dit, bon, bah d'accord, si tu habites le pavillon de la France, je vois ce que tu veux dire et tout. Et donc, on a commencé à travailler sur habiter le pavillon, et j'ai commencé à me dire, je vais le prendre, ce pavillon, mais je vais le donner à d'autres. C'est-à-dire que je vais prendre des jeunes architectes, je vais leur raconter l'histoire, et c'est eux qui l'habiteront avec moi. Un peu comme un père habitant avec ses enfants. Et en habitant ce pavillon, on discutera d'architecture. C'est-à-dire qu'on sera donc dans un rapport concret à l'architecture. Donc j'ai franchi l'étape suivante. J'ai rencontré donc le directeur de la Biennale, Richard Burdett, enfin celui qui était donc le directeur artistique, enfin de contenu, et le directeur de la Biennale qui chaque année dirige la Biennale. Je leur ai raconté cette histoire et eux aussi ont cru que c'était un concept. Et quand j'ai commencé à aller un peu plus loin, un jour j'ai dit non mais je vais l'habiter au sens que je vais y coucher. Et on m'a dit vous ne pourrez pas parce que le Giardini est fermé la nuit. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit comment je peux coucher dans le pavillon de la France. Et j'ai donc redécouvert ce qu'était un territoire, on pourrait dire, extraterritorialisé, puisqu'il est propriété de l'ambassade de France et qu'il est donc, en fin de compte, sous l'autorité de l'ambassade de France. Donc voilà, je connaissais l'ambassadeur de France par hasard, c'était parce qu'il avait son frère qui était à Blois, et donc il s'appelait Blot, Jacques Blot, et j'ai rencontré Jacques Blot, et je lui ai dit, voilà, je vais habiter mon pavillon. Il a dit, non, mais ça n'est pas possible. J'ai dit, si, je vais l'habiter parce que je le fermerai le soir à l'heure de fermeture donc, du jardin des Giardini à 18h, et nous nous replierons dans le pavillon. Il dit, mais ça paraît impossible. J'ai dit, vous ne pourrez pas survivre enfermé dans ce pavillon. Et donc, en donnant ça comme élément de programme à des jeunes architectes, ils ont eu l'idée d'habiter le toit, en disant, on va donc ouvrir la verrière, et le soir, on sera sur le toit et on verra la lagune. Et on va mettre sur le toit donc un sauna, la douche, une petite piscine, un jardin, et on fera monter donc les gens sur le toit pour voir Venise. Et en même temps, en dessous, on fera une cuisine pour pouvoir inviter les gens à déjeuner et à dîner. Et on va faire des chambres, on va faire un hôtel pour qu'on puisse passer la nuit avec des gens qu'on ne connaît pas à l'intérieur du pavillon de la France. Et c'est assez drôle. La machine s'est complètement emballée jusqu'à un contrôleur financier qui a dit « Il n'est pas question qu'on donne de l'argent pour le pavillon de la France pour acheter des poêles, un frigidaire et du vin. » Et donc, comme j'avais décidé d'aller jusqu'au bout de cette expièglerie, j'ai donc à un moment donné demandé au contrôleur financier quelle différence y a-t-il entre un ordinateur et une poêle, et est-ce qu'un ordinateur est plus proche de l'architecture qu'une poêle, et si je peux acheter avec l'argent donc des affaires étrangères une poêle, je peux donc aussi acheter un ordinateur, et éventuellement je peux acheter des draps et je peux acheter du vin. Et donc au bout d'un certain temps, donc c'était tellement, j'ai fait tourner la tête à toute la fac. À la fin, ils ont dit bon, écoutez, on en a ras le bol, faites-le. Et donc on a décidé ensuite qu'on ne prendrait aucune entreprise, puisque c'est un peu une petite mafia, on pourrait dire, la Biennale. Tout le monde attend à chaque fois la commande de la Biennale pour faire des travaux, et qu'on ferait les travaux nous-mêmes. Donc on auto-construirait le pavillon de la France. Et donc là aussi, c'était une expérience qui ne s'était jamais faite, que des architectes jeunes acceptent donc de prendre le pavillon de la France avec moi, et qu'occupant le pavillon, ils l'auto-construisent, et qu'on le construise donc à une vingtaine, enfin on était 30 étudiants et une trentaine de jeunes architectes, pendant 10 jours. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on fasse l'économie de la construction pour avoir plus d'argent pour vivre. Et après, on a décidé, enfin j'ai donné une sorte de règle, une semaine programmée, une semaine sans programme. La semaine programmée, c'est eux qui l'avaient programmée pour inviter leurs amis. Et la semaine sans programme, c'est moi seul qui y étais.
Et j'avais pris comme charge de ne faire que le ménage, d'être un gérant de Formule 1. C'est-à-dire que je lavais le linge, je nettoyais les frigidaires, je rachetais les choses pour la semaine suivante. Et dans cette semaine, j'étais un être hospitalier, c'est-à-dire que j'attendais qu'arrive un regard complice rentrant dans le pavillon. Et la règle, c'était, nous sommes assis autour d'une table, et à chacun, à notre tour de rôle, on regarde la personne qui rentre dans le pavillon de la France, un peu comme quelqu'un qui draguerait, mais qui draguerait d'aller à la recherche de l'amitié, de la conversation, peut-être de l'amour, mais à chaque fois, quelqu'un prendrait en charge quelqu'un. Et donc, il s'est passé quelque chose dans le pavillon de la France, il est devenu le pavillon des pavillons. C'est-à-dire que comme on était le seul pavillon à avoir des WC, le seul pavillon à avoir une pharmacie, le seul pavillon à avoir une cuisine, le seul pavillon à avoir une chambre, parce qu'on avait 12 chambres, ainsi de suite, on est devenu à un moment donné le lieu de l'hospitalité. Et on a décidé, après, mais c'est venu comme ça, qu'à chaque fois qu'on aurait un hôte étranger qui viendrait dans le pavillon, on changerait le mot Francia sur le fronton et on mettrait le nom du pays. Car il ne faut pas oublier que les pavillons qui sont dans le Giardini, ce sont les pays développés, mais le Mali n'a pas de pavillon, le Nigeria n'a pas de pavillon alors qu'il a des problèmes d'architecture, et j'en passe. Et donc on a eu comme ça, quelquefois, le pavillon de la France a été le Mali, a été Cuba, et a été donc le Burkina Faso. Et donc, sans m'en rendre compte, on a fait un acte d'architecture et peut-être un acte de bonheur, parce que, je ne sais pas si ça se voit sur les photos, on a donc introduit une idée quand même tout à fait autre, c'est qu'on achetait tous les jours à manger dans le quartier du Giardini. Donc, du coup, on a donné une activité à des petits commerçants. Mais surtout, j'ai trouvé une faille dans le système, c'est que quand vous êtes mécène du pavillon français ou d'un pavillon, vous avez le droit à une entrée gratuite. Et donc, j'avais introduit l'idée que tous les gens que je connaissais m'avaient donné 1 euro. Et donc, tous les soirs, on donnait la liste donc, au contrôle du Giardini de tous nos mécènes, et on avait jusqu'à 500 mécènes par jour. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, il suffisait de dire « je suis français » pour que la personne à l'entrée du Giardini dise « allez-y, c'est gratuit ». Et donc, au bout de 15 jours, ce pavillon est devenu le lieu, alors c'est pas du bonheur, parce que je ne vais pas exagérer, mais le lieu de vie. Voilà, donc j'ai été, mettons, un jour coiffeur. Par exemple, j'ai coiffé toute personne qui rentrait dans le pavillon, je coupais les cheveux. Après, on a fait, mettons, je sais pas, un jour au gâteau, un jour on a fait, je sais pas quoi, des conserves, un jour on a fait des champignons, ainsi de suite. Et le pavillon est devenu, y compris le pavillon de l'amour, puisque il y a des enfants qui ont été conçus dans le pavillon de la France à Venise. Et des couples qui se sont défaits à Venise. Et des SDF qui ont habité Venise. Et voilà. Et alors après, si vous voulez, c'est assez étonnant parce que comme j'avais refusé l'argent du luxe, parce que j'avais refusé l'argent de Pinault et l'argent de LVMH, donc de Bernard Arnault, et l'argent de Pierre Berger, en disant j'irai chercher l'argent auprès de petits donateurs et auprès des villes. Et donc j'ai donc demandé aux villes pour lesquelles j'avais travaillé de donner peu, mais chaque ville a donné. Donc la ville de Marseille a donné. Mais c'est toutes ces villes avec lesquelles j'avais travaillé qui ont fait l'argent. Et les élus des villes et les techniciens des villes sont venus voir le pavillon de la France. Ce qui fait que j'ai eu un soir, admettons, je sais pas, Jean-Jacques Kéran, admettons, qui a couché dans le pavillon de la France et qui a rencontré le conseiller culturel de Cuba, qui lui était là, mais en même temps, il y avait eu un accord entre la région Rhône-Alpes et Cuba qui finançait l'orchestre. Et donc, on a eu un orchestre qui a été donné. Et Hervé Niquet était de passage là. Et il y a eu une leçon de violon qui a été donnée par Alice Pirot, qui est premier violon de cet orchestre, un Cubain, où elle lui a changé ses cordes de son violon. Elle lui a montré comment... Je pensais que vous prendriez ce film, mais c'est dans le film. Il y a un moment donné, on voit, elle lui accorde son violon, et son violon a une corde métallique, et elle lui explique qu'il voilà, faut mieux jouer avec un boyau. Alors, quel a été l'accueil fait à Metavilla? Comment le projet a-t-il été reçu par vos pairs, par les visiteurs et par les artistes qui y sont passés? Alors, d'abord, par nos pairs, j'ai refusé que le cocktail inaugural de l'ouverture de la Biennale soit dans un grand hôtel et que le ministère de la Culture, le ministre de la Culture, fasse le petit déjeuner et le cocktail d'inauguration dans le pavillon. Et j'ai demandé à être payé. Puisqu'on allait payer un grand hôtel, je voulais avoir l'équivalent de l'argent du grand hôtel. C'est comme ça que j'ai fait.
Donc, Renaud Donnedieu de Vabre est venu donc, le faire. Et donc, c'était assez bordélique parce que c'était assez complexe de faire un cocktail avec nos moyens. Voilà, donc, voilà, ce jour-là, Renaud Donnedieu a rencontré une amie qui est morte depuis et qui est une Brandolini, qui a épousé un descendant d'un doge. Quoi. Et elle-même, quand elle est venue là, elle a dit, c'est drôle, ça ressemble à un palais vénitien. On ne peut pas dire que voir les échafaudages, ça ressemble à un palais vénitien. Et après, c'est elle qui a offert le vin. C'est incroyable, c'est parce qu'elle est venue le jour du cocktail qu'elle a vu deux. Après, son mari étant un, on a eu le vin gratuit. Arc en Rêve, qui est le seul endroit où on présente de l'architecture autre qu'à l'époque, la cité de l'architecture n'était pas ouverte. Francine Faure a voulu fêter les 25 ans d'Arc en Rêve à Venise. Et donc, c'est la baronne Philippine de Rothschild qui a offert aussi le vin. Donc, on était couverts de vin. Donc, c'était un endroit... alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « c'est pas possible, le pavillon de la France, c'est un lupanar. Ils boivent, il y a des cadavres de bouteilles dans les poubelles à côté, ils dorment, et ça me paraît douteux. » Et donc, c'est assez drôle, l'Élysée a envoyé quelqu'un pour contrôler quand même la mauvaise image de la France. Et donc, la personne qui a été envoyée, donc, c'est le conseiller culture de Jacques Chirac et Alain Seban. Maintenant, il est président du Centre Pompidou. Et donc, c'est Alain Seban qui est venu pour voir si, en effet, c'était un lupanar. Mais il est venu avec une autre conseillère qui, elle, a dit « Mais tiens, en fin de compte, on pourrait faire peut-être le pavillon de la France à Shanghai de cette façon. » C'est assez drôle, vous voyez, ça avait entraîné donc une réflexion. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un pavillon autrement que de construire quelque chose? Et donc, du coup, tout le monde venait boire. Comme si, est-ce que boire, boire de l'eau, parce qu'on buvait de l'eau, boire de la bière, boire du vin, est-ce que ça ne fait pas partie de la vie? Après, est-ce que dormir, ça ne fait pas partie de la vie? Est-ce que faire les courses, ça ne fait pas partie de la vie? Est-ce que danser, ça ne fait pas partie de la vie? Et donc, petit à petit, voilà, les choses se sont installées comme ça. Mettons, la Villa Noailles, à Hyères, a décidé de faire le bal de fin comme le bal des matières de Marie-Laure de Noailles. Donc, du coup, c'était un grand couturier français qui a fait les costumes du bal. Donc, voilà, le plus grand coiffeur de stars, John Nollet, est venu ce soir-là coiffer les gens. Sophie Calle, qui était donc l'artiste qui venait après, parce qu'une année c'est les arts plastiques, une année donc c'est l'architecture. Moi, j'avais gardé le tapis de Annette Messager pour faire des économies. Donc Annette était très touchée parce qu'en fin de compte, c'était une partie de son installation qu'on avait gardée. Et Sophie Calle est venue et je l'ai coiffée, fait qu'elle se fasse coiffer par John Nollet. Et donc j'ai une photo de Sophie d'une coiffure à l'élastique. On lui a remis en volume ses cheveux. Voilà. Donc voilà, est-ce que tout ça, ça ne fait pas partie de l'architecture? Et donc je pense que c'était des fois considéré comme un lieu de perdition, parce que voilà, c'était un lieu de fête. Tout le monde enjambait le grillage du Giardini le soir. C'était un grand lieu de bal. Voilà, Venise est venue. Le maire, l'ex-maire de Venise, Cacciari, est venu. Voilà, donc, je sais pas, Michel Onfray est venu faire une conférence. Daniel Buren est venu faire l'entrée. Colline Serrault est venu présenter son film, un film Chaos, le jour de la journée des femmes. Ottario Celiani est venu y faire un débat, et ainsi de suite. Donc, c'était, voilà, je sais pas, Bartabas est venu, Igor de la Volière d'Ormesco est venu. Après, il y avait des gens qui venaient de très loin et dont je ne m'occupais pas. C'était un petit peu de dire, c'est un lieu de vie et qui, quelquefois, peut être un lieu de bonheur, un lieu de malheur, un lieu peut-être d'excès, mais c'est un lieu de vie. Voilà. Et j'avais donc décidé d'être que l'homme de ménage. Et donc j'avais fait que la troisième langue, ce soit de l'albanais, puisque en Italie, c'est souvent des Albanais qui font les bas métiers. Et donc tout le monde disait, c'est quoi cette langue? C'est de l'albanais. Voilà. Donc on a lu des poèmes de Cadaré, mettons, en albanais. Et donc on a réintroduit cette idée peut-être mal connue voilà, de cette langue. Et moi je pense que voilà, c'était, disons... c'était introduire la vie, quoi, voilà. C'était introduire une vie totalement inattendue. Totalement inattendue.
moi, je faisais le ménage, et un jour, donc, François Pinault est venu, parce que Jean-Jacques Ayagon était responsable de la Fondation Pinault, et Jean-Jacques Ayagon l'a amené en me téléphonant avant en disant « Demain, François Pinault vient ». Donc moi, je préviens tous les jeunes architectes comme quoi François Pinault vient. François Pinault fait souvent des visites comme ça pour acheter des choses dans les biennales. Donc tous les jeunes architectes avaient décidé de mettre des prix sur tous les objets. Donc on avait le prix de la chaise, le prix de la carafe, le prix de machin et tout. Et donc quand il est rentré, j'étais en train de balayer. Et donc il demande où est Patrick Bouchain. Je dis c'est moi. Il dit ah bon, mais vous balayez? Je dis bah oui, voilà, je fais le ménage. Il me dit est-ce que je peux visiter? Donc je fais visiter et je pense qu'on l'avait vu dans le film. On faisait des photos de tout le monde avec un t-shirt, comme Daniel Buren avait fait l'entrée, et que, vous savez, on porte des t-shirts dans le 93, le 9-3, et que la bande de Daniel Buren, c'est 8-7, on avait fait des t-shirts 8-7. Alors tout le monde avait des t-shirts 8-7, comme ça. Alors François Pinault voyait qu'il y avait des photos, et il dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, bah, voilà, nous, à chaque fois que quelqu'un rentre, on met un t-shirt, on prend en photo. Alors il dit, bon, est-ce que vous voulez pas? Ah oui, il faut vous mettre torse nu. Alors bon, il commence à retirer sa veste, bon, puis en fin de compte, il se met torse nu, il enfile le t-shirt, il met donc un 8-7, et on dit oui, mais on faut prendre une photo avec un outil. Ici, il n'y a que des gens qui travaillent. Alors il dit, bah, c'est quoi l'outil? Je dis, bah, l'outil du chef, c'est un balai. Alors je lui ai donné un balai, et il a donc, je l'ai en photo avec le balai. Et alors après, donc, mais il s'y est vraiment prêté, quoi. Et puis après, il m'a dit, écoutez, je lui demande qu'une seule chose, vous ne le donnez pas à Paris Match. Donc on a gardé la photo. Donc dans le livre, il y a les photos de tout le monde, sauf de François Pinault. Et du coup, on le sent à travers vos propos, mais en quoi pouvez-vous qualifier ce projet de point de rupture dans votre carrière? Ben parce qu'après ça, j'ai plus envie de travailler. Après ça, je me suis dit, d'abord j'ai eu deux choses. Une chose un peu dure, c'est que comme j'étais le représentant de la France, mais j'étais un commissaire et pas vraiment l'architecte et tout, j'ai eu un peu de problèmes avec l'ordre des architectes parce que je ne suis pas inscrit à l'ordre. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, jusqu'à avant, ça allait parce que je faisais rien, mais là, pavillon de la France, c'est un peu emmerdant quand même. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre ma retraite le lendemain du 22 novembre 2006, en disant à l'ordre des architectes, j'arrête tout maintenant, c'est l'apothéose, je prends ma retraite. Ensuite, j'ai découvert quand même que peut-être on pourrait faire de l'architecture dans la permanence. C'est-à-dire que je pense que je l'avais déjà testé, mais pas autant que ça. Peut-on habiter le lieu que l'on construit? Et peut-on habiter avec les gens pour lesquels on construit, voire éventuellement laisser, avant que ce soit fini, une chose, disons, préhabitable. Voilà. Et donc, après Venise, j'ai décidé donc, pas de fermer l'agence, mais presque, c'est-à-dire de ne plus répondre à aucune commande d'architecture. Je me suis lancé dans la friche de la Belle de Mai, parce que je suis président de la bénévole de la Société coopérative d'intérêt collectif de la friche de la Belle de Mai en 2007. Et après, j'ai décidé de faire une grande opération de logements sociaux, c'est-à-dire de voir si on pouvait faire un logement social autrement, c'est-à-dire habiter pauvrement autrement ou habiter modestement autrement que par un standard social. Et donc j'ai fait 3 expériences, une à Tourcoing, une à Boulogne-sur-Mer et une à Beaumont en Ardèche, qui ont duré très longtemps, parce que ça a duré 4 ans, donc de 2007 jusqu'à 2011. J'ai fait un travail militant qui était de dire, est-ce que je peux prendre un jeune architecte inexpérimenté pour la construction du logement social? Peut-il habiter le lieu de la commande que l'on me fait ou que je me suis attribué? Et parce qu'il y habite, au même titre qu'il a habité le pavillon de la France, peut-il entraîner les autres à vouloir y habiter ou à y rester? Car on a surtout pris des logements qui allaient être détruits. L'idée était, est-ce qu'avec l'argent de la destruction, on peut réhabiliter un logement social? C'est-à-dire donc de dire, puisqu'il faut 40 000 € pour démolir un logement, est-ce qu'on peut prendre ces 40 000 €, comme on a eu l'argent libre pour acheter du vin, de la saucisse et des oreillers, est-ce qu'on peut avoir ces 40 000 libres pour réhabiliter un logement plutôt que de le détruire? Voilà. Et donc, du coup, j'avais décidé de faire des expériences plus qu'avec des femmes qui sont exclues de l'architecture, qu'avec des jeunes
qui ont du mal à rentrer dans le métier de l'architecture, qu'avec, dans un milieu social abandonné, dont personne ne veut y aller puisque ça n'est pas un produit, et de démontrer que c'est vivable, habitable, et éventuellement, ça peut être joyeux. Il peut y avoir une dimension de joie. Patrick Bouchin, du coup, on voit avec tous ces projets que vous nous décrivez que vous avez une vision différente de l'architecture, assez engagée, parfois anticonformiste. Et vous construisez en somme des petites utopies. Aujourd'hui, on est dans un cycle de conférences sur les grands utopistes contemporains. Est-ce que vous vous considérez comme un utopiste, Patrick Bouchin? Alors, je recommande de lire Paul Ricoeur, pour ceux qui n'ont jamais lu Paul Ricoeur. Parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai tardé à le lire. Je pense que c'est peut-être les événements de 68. Il ne faut pas oublier que les étudiants de Nanterre ont mis une poubelle sur la tête de Paul Ricoeur, et que Paul Ricoeur est allé enseigner aux États-Unis, qu'il a fait donc un cycle de conférences sur idéologie et utopie, et expliquant que voilà, l'un et l'autre se complètent, et que donc voilà, que peut-être que l'utopie elle est peut-être nécessaire à la vie, et qu'elle n'est pas une chose qui est une chimère, l'utopie. L'utopie, elle est peut-être ce qui permet de combler ce fossé entre ce que l'on croit pouvoir faire et ce que l'on peut faire. Voilà. Et donc, pour voir si ce fossé est infranchissable, il faut expérimenter. Et c'est pas sûr qu'il faille expérimenter sur des grandes choses, et qui peut-être ne permettraient pas, parce que l'écart est trop grand, mais peut-être sur des petites choses. Et c'est peut-être la petite chose qui révélera que cette chose est possible. Et donc, c'est une utopie, mais ça n'est pas une chimère. Donc, moi, j'ai lu trop tardivement deux auteurs. Un, grâce à un membre dans cette salle, qui est un philosophe américain, John Dewey. Donc, c'est Bernard Morel qui, quand je lui racontais ce que je faisais à la Friche de la Belle de Mai, il m'a dit « Mais est-ce que tu as lu John Dewey ?» Moi, je n'avais pas lu. Mais j'avais, en fin de compte, eu un professeur qui m'en avait parlé, mais je n'avais pas compris. Parce que il m'avait juste expliqué une partie d'un ouvrage qu'il avait fait qui s'appelait « Éducation et expérimentation ». Et donc, je n'avais pas compris que ça se rattachait à une œuvre beaucoup plus grande. Et donc, j'ai lu trop tardivement certains auteurs. Mais quand je les ai lus, l'avantage, c'est que je les ai lus en comprenant ce qu'ils disaient, parce que je les ai rattachés à des expériences que j'avais faites. Et comme très souvent dans le pragmatisme, c'est ça, c'est est-ce que l'acte entraîne la pensée, ou est-ce que la pensée entraîne l'acte, ou est-ce que l'acte modifie la pensée, ou la pensée modifie l'acte, comme l'un agit sur l'autre et réciproquement, peut-être que voilà, il fallait peut-être passer par l'acte de manière intuitive, oui, comme ça. Après, il fallait peut-être ne pas comprendre toujours l'acte fait, pour comprendre l'acte fait. Et après, je pense que là, quand je mets des jeunes architectes ou d'autres étudiants d'ailleurs, à mettre en place cet acte, c'est pas pour dire, voilà, je travaille avec la candeur, mais peut-être que l'immaturité permet de faire des actes courageux, alors que des fois, la surmaturité ou la surformation, on s'interdit de passer à l'acte. Vous parlez des jeunes, justement, et nous, en tant que jeunes, on voulait vous demander ce soir un peu votre avis. Vous en avez parlé plus tôt de l'avenir de la ville, en fait, en disant qu'il ne fallait pas forcément s'y intéresser, mais on voulait avoir votre point de vue là-dessus, par rapport peut-être à un renouveau de la ville qui est à attendre, et si oui, lequel? Alors, bon, comme vous êtes étudiant à Sciences Po, je fais une expérience avec Sciences Po Paris, puisque de la même façon, mais là, il est vivant, puisque je fais un travail avec Bruno Latour, qui a mis en place donc un département expérimental à Sciences Po qui s'appelle les arts politiques, donc, qui s'appuie d'ailleurs en grande partie aussi sur le travail de John Dewey. Donc, du coup, on a des étudiants de Sciences Po, comme des étudiants d'architecture, comme à Rennes, des étudiants de l'école de santé, où on essaye de développer ce que j'appelle une université foraine, c'est-à-dire de prendre un objet qui est un objet réel, donc un objet dont la question est posée, où le sujet est présent, et de se réunir, parce que tout à l'heure j'ai parlé de la construction comme lieu de la réunion, peut-être que quelquefois une abstraction peut être aussi le lieu de la réunion et le lieu de la transmission. Donc j'ai créé 3 universités foraines, dont une à Rennes, là, qui vient de s'arrêter, mais qui a fonctionné pendant 2 ans,
dont le principe est, peut-on se réunir pour parler de la ville, un peu comme on l'a fait sur la friche de la Belle de Mai, parce que la friche de la Belle de Mai, ce n'est pas qu'un équipement culturel, c'est un lieu de travail avant tout, sur la culture, mais c'est un lieu de travail. Et c'est un quartier, c'est un morceau de ville, c'est pas qu'un bâtiment. Et là, à Rennes, c'était de dire, est-ce qu'on peut travailler sur un champ plus grand, parce qu'on me disait tout le temps, mais toi c'est facile, tu travailles sur la petite échelle. Et donc j'en avais ras-le-bol d'entendre ça, ou toi c'est facile, tu travailles pour des gens intelligents pour la culture. Pour ça, après j'ai dit non, je vais faire, vous allez voir, je vais faire un équipement sportif, je vais essayer de faire un centre commercial, je vais essayer de faire des logements sociaux. Et donc là, pour répondre à votre question sur la ville, ça serait, est-ce qu'on peut prendre un champ plus grand et se poser une question qui est peut-être un morceau de cet ensemble, mais dont ce morceau fait tellement partie de l'ensemble qu'il repose toujours la question de l'ensemble. Et comme à Rennes, il y a donc une communauté urbaine, voilà, donc qui traite d'un ensemble qui remet en cause peut-être la représentation démocratique, puisque les petites communes se sentent dominées par la ville-centre, que Marseille donc, va vivre cette expérience en 2016. Je voulais faire ce travail justement sur peut-on prendre un objet petit dans une commune périphérique qui est rattaché à l'ensemble de la communauté et traiter la petite chose, et peut-on prendre un objet gros de la ville-centre et considérer que cet objet gros de la ville-centre concerne la petite commune. Donc je travaille sur un sujet très compliqué qui est une ville, comme ça arrive dans toutes les villes, a donc une rotation sur l'utilisation de son patrimoine, donc sur ce qu'elle possède. Et donc la fac de sciences de Rennes a quitté le centre-ville pour aller à la périphérie pour faire un pôle d'excellence. On peut dire que ça part d'un bon sentiment, sauf que quitter le bâtiment du centre-ville, qu'est-ce qu'on fait du bâtiment de centre-ville? Bon, bien sûr, la première idée, c'est un musée. Comme on n'a plus d'argent de faire des musées, pas de musée. Extension de l'école d'art, aucune raison. S'il n'y avait pas eu ce bâtiment, on n'y avait pas l'extension de l'école d'art. Extension du musée des Beaux-Arts, non plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc j'ai demandé au maire de prendre cet équipement sans programme, de dire est-ce qu'on peut l'occuper tel qu'il est, dans l'état où il est, puisqu'il était fac de sciences, et trouver l'usage qui correspond à son état, et non pas de dépenser de l'argent. Et donc, du coup, comme il est encore centre dentaire, il soigne encore les gens les plus pauvres, et il soigne 40 000 personnes, et il forme des étudiants, puisqu'on forme des étudiants dans ce centre dentaire, j'ai fait un exercice un peu espiègle, de dire je vais travailler sur la bouche. Et donc, je vais travailler sur ce qu'il y a de permanent ou d'existant encore dans cet endroit. On soigne des gens, des enfants, des personnes âgées, des SDF en bas. Est-ce qu'on peut faire à l'étage dessus quelque chose sur la bouche? Alors, on m'a dit, c'est quoi la bouche? Donc, j'ai provoqué, on m'a dit, on va travailler sur le baiser. Et donc, c'est quoi le baiser? Voilà. Et donc, j'ai essayé de lier baiser et cavité buccale, puisqu'en bas, c'est des cavités buccales. Et donc, on a fait des conférences avec les professeurs d'université. Alors, la cavité buccale, c'est quoi? Alors, un jour, il y a un prof qui a dit, le premier geste, c'est la succion. Alors, on se rapproche de mon baiser. Donc, après, c'est la nourriture, c'est la vie. Donc, après, c'est la mastication, enfin, c'est les dents, la perte des dents, la pousse des autres dents, la mastication, la déglutition. Hein, et après, c'est peut-être l'élocution, le chant et autres. Et donc, on a fait un travail pendant 2 ans sur réunir tous ceux qui, à cet endroit-là, pouvaient parler de la bouche. Et en gros, je dis en rigolant, je m'appelle Bouchin. Et le professeur de médecine s'appelait Vulcain. Donc, on a fait une association Vulcain-Bouchin. Et après, on a travaillé donc sur un tout petit équipement, qui est une zone en milieu rural, qui va devenir, en fin de compte, peut-être une zone très importante pour la ville, puisque la ville a acheté ça pour en faire un parc de sport ou de loisirs. Et en même temps, en faisant ça, elle fait partir des agriculteurs. Et pourtant, certains élus parlent de fermes de proximité ou d'AMAP. Et donc, j'ai essayé de démontrer la contradiction qu'il y avait entre acheter des terres pour faire du sport et éliminer l'agriculture, alors que moi, je voulais une bonne bouffe à mastiquer pour pouvoir bien embrasser. Et donc, on a travaillé, on a fait exécuter tout ça, et du coup, j'ai levé une sorte d'ensemble. Vous voyez, l'école de santé de Rennes, qui est l'école qui forme quand même les cadres de santé, Sciences Po Rennes, Sciences Po Paris, l'école d'architecture, l'école des Beaux-Arts, les médecins de rue, la psychiatrie de rue, et ainsi de suite. On a fait tout un travail, justement, que je pense est un travail même de santé urbaine
au sens même du bonheur urbain. Et donc je fais la même chose à Clermont-Ferrand, parce que je voulais travailler dans une zone très complexe de Clermont-Ferrand, entre 2 usines et dans une zone en renouvellement urbain. Et je voudrais en faire une que je suis en train de monter à Lyon. Je voudrais faire travailler sur Sexe-et-Ville. Voilà. Vous voulez nous en dire plus un peu? Hein? C'est sec, là. Hein. Tac. T'es pas prêt, hein? Vous n'êtes pas coaché pour ça. Hein? Sexe-et-Ville. Non, mais c'est en lien avec le bonheur, hein, absolument. Non, je ne sais pas si vous voulez développer ce thème. Sexe-et-Ville. Ce que vous faites en fait, dans la vie. Non, mais parce que je me suis rendu compte, si vous voulez, qu'on n'arrête pas de... On pense que tout marche. Voilà, on pense que tout marche. On pense que les centres commerciaux sont à leur place, les équipements culturels sont à leur place, les services machin sont à leur place, les services de la voirie à sa place, machin à sa place. Et puis, il y a en fait compte, il y a une vie, il y a des choses qui ne marchent pas, mais bon, quelquefois on laisse faire les choses, comme ça on dit voilà, on ne peut pas tout régler, il faut laisser les choses. Mais il y a une vie souterraine, il y a une chose trop cachée, il y a énormément de choses cachées. Donc, admettons à Rennes, l'alcool est interdit en centre-ville maintenant. Donc, on peut le comprendre parce qu'il y a eu des excès, mais ça pose un problème quand même de ne pas pouvoir rentrer chez soi avec une bouteille de vin, par exemple. Parce qu'il y a certaines stations de métro, quand on sort à Rennes, on est contrôlé pour savoir ce qu'on a dans son sac. Donc, il faut justifier qu'on habite là pour avoir le droit d'avoir une bouteille de vin dans son sac, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Si on boit trop, si on se drogue trop, si on vole trop, si on ne travaille pas assez, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, je pensais qu'il faudrait, à un moment donné, oser parler de certaines choses. Donc sur Sexe-et-Ville, c'est assez marrant, c'est venu d'une réflexion que j'ai eue avec des urbanistes de la ville de Genève, qui se sont posés justement sur la question de la prostitution en ville et justement des lieux de prostitution organisés et autres, qui sont quand même comme un équipement comme un autre. Même un backroom voilà, est un équipement comme un autre. Donc c'est partie de la ville, quoi. Mais si on arrête si on ne cesse de dire que ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est pas possible. Voilà. C'est pas qu'il faut le réglementer, mais ça existe, quoi, voilà. Alors du coup, j'aurais fait un truc sur justement Sexe-et-Ville, qui traiterait... voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai travaillé avec une jeune femme en Seine-Saint-Denis qui a travaillé sur la vie sexuelle dans les cités. Et donc, comme vous savez, on le dit tout le temps, voilà, il y a les tournantes, les viols se passent dans les caves, les cages d'escalier sont inhabitables et tout. C'est normal, je veux dire, il n'y a plus aucun lieu possible de réunion, y compris même pour des choses interdites. Mais il faut aussi des endroits possibles pour l'interdit, quoi. Alors du coup, cette femme, je fais plein de trucs avec elle. Elle a démontré, mettons qu'avec Internet ou avec son portable, on peut avoir une relation sexuelle quand on veut, quoi. Voilà, on peut dire où t'es, je cherche, tiens, t'es derrière moi, je me retourne, t'es là, c'est bon. Voilà. Comme ça, mais ça suffit pas quand même pour être heureux, quoi. Et elle s'est rendue compte qu'on a beau avoir un machin qui communique avec un satellite quand même, quand ça redescend dans la cage d'escalier d'à côté. C'est-à-dire que ça n'étend pas du tout le réseau. Ça limite, pour des raisons financières et autres, ça limite le réseau. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va même pas, mettons quand on est en Seine-Saint-Denis, draguer au hall, ou éventuellement si on va au hall, au centre-ville, la personne qu'on va draguer, en général, c'est la personne de sa cité, c'est la personne de son réseau très proche, quoi. Donc je voudrais faire un travail sur ça, justement, sur c'est quoi cette proximité qui n'existe plus sans passer par le satellite, quoi, et c'est quoi cette proximité que l'on pourrait créer qui permettrait éventuellement de retrouver des lieux de vie, parce qu'il n'y a plus de lieux de vie, dans des tas d'endroits de la ville. Donc je pense que la sexualité, l'amour et éventuellement donc l'amitié ont besoin de lieux de vie. Et après aussi, j'avais fait un travail avec un médecin, René Friedman, qui disait tout le temps, voilà, on parle de sexualité, mais en fait, compte, c'est toujours de la technique et on ne parle pas éventuellement de maternité, par exemple. On ne parle pas de... C'est quoi l'enfance? Donc, je voudrais travailler sur sexualité et enfance. Et donc là, justement, pour les derniers projets que je fais, donc j'ouvre une école primaire. Je vais essayer d'ouvrir une école primaire à la rentrée septembre
2015 à Arles, parce que les éditions Actes Sud m'ont demandé, donc peut-être que dans l'économie circulaire de la maison d'édition, non pas pour faire une école primaire de la maison d'édition, mais la maison d'édition pourrait être, en tant que réunion d'auteurs, pourrait être un lieu de transmission auprès d'enfants. Et donc, je fais une école qui serait une école d'auteurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver un statut de professeur ou d'enseignant qui soit un statut d'auteur, dont l'enfant, d'ailleurs, pourrait être lui-même auteur, comme dans l'école Freinet, où l'enfant était l'auteur de son journal. Et donc là, on pourrait peut-être réinventer, y compris avec, comme on dit, les réseaux sociaux, là, qui sont loin d'être des réseaux sociaux, d'ailleurs. On pourrait retrouver des lieux de vie et des réseaux de vie et des productions d'objets de vie, y compris par l'enfance, car l'enfance, comme le sexe, n'a pas sa place dans la ville. Du coup, on l'entend dans vos propos. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un grand lien, ou pas de lien plutôt, entre réseaux sociaux et bonheur pour vous. Bah, je pense que, si vous voulez, le problème, c'est ça, c'est que moi, à chaque fois que je me promène, ou à chaque fois, je me discute avec mes enfants ou mes petits-enfants, ils ont l'impression que moi, ma jeunesse a été dans le bonheur et que la leur est plus complexe, quoi. Elle est plus ouverte et en même temps, elle est plus contrainte. Et donc, elle est moins épanouie, quoi. Il y a la peur du travail, la peur du chômage, par exemple, ou la peur de la maladie sexuellement transmissible, que moi, je n'avais pas à cet âge-là, quoi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La violence, la drogue était moins présente, moi, quand même, qu'elle ne l'est aujourd'hui, moins diffuse et tout. Donc, je pense que de tout ça, si on n'en parle pas, c'est pas bien, quoi. Voilà, c'est pas bien au sens que il faut être armé pour ça. Et pour être armé, il faut en parler, et pour en parler, il faut expérimenter. Et donc, il faut passer à l'acte. Il faut arrêter de faire des rapports ou de projeter qu'éventuellement, demain, voilà, ça ira mieux. Donc, il faut passer à l'acte. Et donc, du coup, là, ouvrant cette école donc à Arles, comme je vais en faire un internat, mais un internat qui serait un hôtel enfantin, parce que ça fait longtemps que je travaille sur un hôtel enfantin, parce que si vous voulez, il y a 1 million d'enfants tous les week-ends, de parents séparés, qui quittent le domicile de l'un pour aller dans le domicile de l'autre. Donc, il y a une transhumance enfantine tous les week-ends dont on ne parle pas. Non, mais c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a 1 million d'enfants qui sont dans une voiture, dans un train, je sais pas quoi, et qui se déplacent. Quand on est riche, on a 2 chambres. Quand on est moyennement riche, on a des lits superposés. Quand on est pauvre, on a un banc public. Et donc, au bout d'un certain temps, un enfant ne va plus voir son père, ou le père ne voit plus l'enfant, parce que soit ça coûte cher pour aller le voir, soit il n'y a pas d'endroit, et quand il le voit, il ne fait que contrôler. T'as fait ci, t'as fait ça, ta mère a fait ci. En fin de compte, il suffirait qu'il dorme avec son père pour que ça suffise, et que le père ne lui parle pas. Moi, j'ai pas parlé tous les jours à mes enfants et tout. On vit dans une maison, et c'est par osmose, on communique. Et donc, j'ai travaillé sur un hôtel qui ne s'est pas fait à côté de Bordeaux, à Blanquefort, sur un hôtel enfantin, un peu comme un orphelinat, au 19e on l'a fait. Est-ce qu'une assistante sociale peut définir à un moment donné qu'un enfant peut recevoir un parent dans un endroit dont lui en serait le maître d'accueil, quoi. Alors du coup, à Arles, j'ai essayé de faire un internat qui serait comme ça, qui serait comme un hôtel enfantin, où par moment, un enfant pourrait quitter le domicile, un peu comme une famille d'accueil. Il va dans une autre famille qui peut être la 3e famille, pas celle de son père, de sa mère, mais une 3e famille, quoi. Et ça, c'est drôle, très vite, le sexe est arrivé. La pédophilie, tout de suite. Donc maintenant, vous savez qu'un enfant, moi je suis maître, un enfant a envie de faire pipi, un garçon, j'ai pas le droit de le déculotter. C'est-à-dire que si je lui retire ses culottes et que je lui tiens sa zézette pour pisser, je suis immédiatement attaqué. Donc je le laisse pisser dans sa culotte. Du coup, c'est bien fait pour toi, la réglementation m'interdit de te toucher. C'est terrible. Mettons, dans les douches, je sais pas, mettons dans les piscines, vous ne pouvez plus être seul avec un enfant pour le rhabiller, par exemple. Il se rhabille tout seul, ou il faut toujours qu'il y ait 2 personnes pour l'habiller. C'est dément, quoi. Bientôt, on peut dire que les parents ne pourront plus toucher leurs enfants ou faire des photos nues de leurs enfants. Alors du coup, très vite, s'est posé la question dans cette école, mais qui va s'occuper des enfants, qui pour la bouffe, et pour la toilette, et pour éventuellement, je sais pas quoi. Alors du coup, j'ai décidé de prendre la présidence de cette école et d'aller en prison. Voilà, donc j'ai décidé de prendre tous mes risques, donc là, je travaille justement sur le contrat que les parents pourraient passer avec moi, et donc je suis en train de lire le code de l'éducation, pour essayer de comprendre quelle est la faille dans le système éducatif qui permet donc
d'avoir l'école à la maison, ce qu'on appelle, donc de former un enfant à la maison, vous avez le droit. Vous ne pouvez pas former chez vous l'enfant d'un ami, mais par contre, vous pouvez avoir chez vous le beau-fils ou le fils du mec avec qui vous vivez. Voilà, parce que du coup, ça devient un fou, comme les familles sont recomposées. Alors du coup, vous pouvez avoir une famille où il y a à peu près 4 parents différents, et vous pouvez faire l'école à la maison, mais vous ne pourriez pas prendre un enfant d'un ami ou éventuellement l'enfant de votre futur amant. Enfin, je veux dire, c'est un truc dément. Alors j'essaie de travailler sur ça, et après j'essaie de travailler, je ne travaille pas sur une école, je travaille sur une maison commune qui regroupe en fin de compte les écoles à la maison. Donc du coup, je travaille avec un avocat là, du Conseil d'État, là, Antoine Lignoncan, sur comment je peux être encore dans le droit public et pourtant ne pas déroger au fait que, comme le disait Condorcet en 1792, dans un très beau rapport à l'Assemblée nationale, tout homme qui pense détenir la vérité peut ouvrir un établissement d'enseignement. Voilà. C'est encore dans le Code de l'éducation. Voilà. Et donc, du coup, j'ai travaillé sur cet article que tout homme qui, c'est pas moi, mais peut ouvrir un établissement. Est-ce que cet établissement est l'établissement qui regroupe l'ensemble, ou est-ce que c'est une multitude de petits établissements qui se retrouvent dans une maison commune? Et est-ce que cette maison commune est un lieu autre que l'école? Parce que moi, comme je veux faire une école où on peut être un jour au bord du Rhône, un jour dans une forêt, un jour dans un musée, un jour peut-être, mettons ici, au Mucem, on pourrait faire école ici. Donc, pourquoi on peut faire cours ici? Et parce que c'est un musée, et on ne pourrait pas le faire dans une église, parce que c'est un lieu de culte, parce que du coup, il ne ferait pas parler de la religion. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a un cochon sur un vitrail, on ne peut pas, machin, tout. Voilà, donc j'ai décidé de passer à l'acte et de voir si on me met en tôle parce qu'il y a un cochon sur un vitrail dans une église, machin, et tout. Voilà. Alors du coup, j'en ai tellement marre parce que j'ai eu 2 refus de permis de construire pour faire 2 fois. La 3e fois, j'ai dit au maire d'Arles, écoute, c'est terminé, il n'y a plus d'école. Il m'a dit, comment il n'y a plus d'école? C'est fini. Il me dit, ah si, j'en veux une. Il faut savoir ce que tu veux. Tu veux une école, il faut m'aider. S'il n'y a pas d'école, pas d'école. Il dit, mais il n'y a plus d'école. Il me dit, mais comment? Je dis, non, maintenant, c'est le bus. Donc j'ai acheté un bus. Le bus, c'est l'école. Le bus est aux normes. J'ai une adresse devant les Actes Sud, place Nina Berberova. Il est marqué bus école, et vous ne savez pas où je vais. Non, donc j'ouvre le 7 septembre, le lundi 7, le 8. Je fais la une de Var Matin, ou je sais pas comment. Bon, bah parfait. Non, mais c'est pas une utopie. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est pas une utopie. Parce que quand je fais une réunion pour parler de cette école, 900 personnes sont venues pour débattre de ça, là, en me disant, bah, je vous souhaite du courage. Mais en même temps, vous avez raison. 900 personnes, ça veut donc dire, à chaque fois, oui, c'est comme pour Charlie, quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a quand même des gens qui sont concernés par un sujet général, et ça veut dire que ce n'est pas une société éclatée, c'est une société qui ne trouve pas sa place pour agir. Donc 900 personnes qui le font, et après, des enseignants. Vous vous rendez compte, j'ai une pléthore de gens qui veulent enseigner dans cette école, c'est des gens qui ont expérimenté l'éducation nationale, qui reconnaissent la qualité de leur formation dans les IUFM. Ce pas des gens qui disent, voilà, tout est nul, pas d'éducation nationale, on est tous à poil dans la forêt et tout, comme dans les années 60. Pas du tout. C'est pas du tout. C'est des gens qui ont expérimenté la pédagogie, qui savent ce que c'est qu'un programme et tout. Et ils ne rejettent pas du tout. C'est ça qui est insupportable. Et c'est en ça que c'est différent, peut-être, des années 60, où c'était un modèle contre un autre modèle. C'est pas ça, là. C'est-à-dire, peut-être que le modèle, il faut l'adapter. Et pour l'adapter, il faut l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, il faut de la liberté, il faut de la délégation de confiance. Et cette délégation de confiance, il faut la réclamer, la prendre et l'assumer. Pas une utopie. Très bien, merci beaucoup. On va parler encore un petit peu d'action, quelque chose dont vous avez parlé plus tôt, une autre thématique qui vous tient à cœur, celle de la condition des femmes en architecture et le fait que ce soit assez souvent plus des hommes sur le devant de la scène dans ce domaine et votre implication, votre action au quotidien globalement avec votre volonté de faire en sorte que les femmes soient très présentes dans vos projets. Si vous voulez, ce qui est ça aussi, on ne peut pas réclamer la parité et ne pas donner de responsabilité au premier niveau. Donc, il y a un problème. Si vous voulez. Donc, admettons, alors nous, à l'école, c'est 60% de femmes en première année, 40% d'hommes. Et puis, en gros, au moment du diplôme, c'est peut-être juste inversé, ou dans certaines écoles, 50-50. Et après, dans l'exercice de la profession, c'est 90% d'hommes, 10% de femmes.
donc il y a un problème. C'est où on diplôme ces femmes et elles ne sont pas compétentes, ou éventuellement on prend peur de ces femmes dans l'exercice de la profession. Donc moi, je pense que si on a échoué dans certains domaines de l'architecture, c'est en grande partie parce que les femmes n'y étaient pas. Voilà, il manquait une partie de la population, de la société, dans des actes de construction. Dans les grands actes d'aménagement, il n'y a pas de grandes femmes qui dirigent les établissements publics aménageurs, les offices HLM, il y en a très peu, des sociétés d'économie très peu, et parce qu'il y a c'est ça l'architecture aussi. Voilà, maire des grandes villes, on commence à en trouver, voilà, mais des directeurs généraux des services, pas beaucoup de femmes. Services techniques, pas beaucoup de femmes. Après, on les trouve éventuellement dans les espaces verts et tout. Donc, du coup, c'est pas un acte, disons, militant volontaire. Moi, j'ai souvent eu plus de correspondance avec les femmes qu'avec les hommes quand j'enseignais et quand je pratiquais la profession. Parce que comme c'était une façon, disons, mineure de pratiquer l'architecture que de ne pas vouloir construire que de réparer, j'avais souvent des femmes qui avaient envie de le faire avec moi et pas d'hommes. Après, j'ai souvent vu des femmes qui voulaient partir dans des ONG à l'étranger, donc pour traiter d'un sujet justement urbain, social et architectural, culturel, urbain, architectural, tout ça, voilà. Santé même. Et donc pas en France. Donc j'ai souvent dit, mais il faut prendre le métro et aller à la Courneuve, il faut prendre le train et aller à Clermont-Ferrand. C'est pas la peine d'aller à Caracas. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est presque par réalité que les gens qui sont venus à moi étaient plutôt des femmes. Alors après, je me suis en effet attaché à dire, maintenant, je tiendrai pour qu'elles prennent toutes leurs responsabilités. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va passer aux questions du public, si vous en avez. Mon Dieu. Bonjour, Patrick Bouchin. Je connais rien. Vous ne savez pas, mais nous, on ne voit rien. C'est-à-dire que nous, là, c'est comme si on était... Non, je sais bien que vous êtes là, mais c'est terrible. Ça aussi, il faudra qu'on change les réunions de face à face. Vous voyez, nous, on est éblouis, là. On voit vaguement des formes. Tout. Vous me voyez, là ? Oui, je vous vois. Voilà. Bonjour. Moi, je ne connais rien à l'architecture, mais il y a un petit phénomène dont je voulais vous partager avec vous sur le phénomène des ZAD, savoir ce que vous en pensez, ce qu'on appelle officieusement des zones à défendre. Et ça m'a évoqué ça dans votre expérience de Métaville. Donc voilà, je voulais avoir votre vision de ces ZAD, de ces réactions de population qui se mobilisent contre des projets de territoire qui ne leur conviennent pas. Et est-ce que, donc voilà, votre analyse, et est-ce que vous auriez une expérience à leur partager par rapport à la Métaville pour améliorer ces lieux de zones à défendre? Alors, c'est un vaste sujet, mais en effet, c'est l'expression voilà, d'un manque. Parce que si, sur des projets emblématiques, je ne sais pas, si on prend l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ce sont des projets emblématiques, ce sont des projets longs, gros, lourds, vous voyez, 30 ans, un partenariat public-privé, ça atteint donc une zone écologiquement qui devrait être à protéger, ainsi de suite. Enfin, c'est très compliqué à comprendre, si vous voulez. Et c'est pour ça que moi, je fais depuis très longtemps un travail qui touche la même attitude, si vous voulez, de dire, mais si je prenais en charge moi-même un problème qui n'est pas traité ou un problème qui est abandonné. Vous voyez, moi, je préfère aller là où il y a une perte totale d'intérêt ou peut-être même une perte totale de pouvoir pour essayer de dire, tiens, puisque personne ne s'en occupe, je le prends. Donc j'ai fait il y a très longtemps, pour la Caisse des dépôts et consignations, un travail, ce qu'on appelle les délaissés urbains. Le délaissé urbain, c'est un terrain qui a une valeur nulle, voire négative. Donc, on va en avoir de plus en plus, puisque l'aménagement, quand vous faites une grande zone d'aménagement ou une ville, il y a à peu près 20 à 25% de chute urbaine, on pourrait dire, de territoire.
Il n'y a pas que les territoires que l'on conquiert pour un équipement ciblé, mais cet équipement qui va nécessiter, mettons si on prend un aéroport, qui va nécessiter une expropriation. On va exproprier des propriétés qui ont une forme historique d'exploitation agricole, et la surface que l'on prendra pour exploiter l'aéroport sera inférieure à l'ensemble de la surface que l'on aura expropriée. Et donc il y aura des restes qui vont être très importants, qui en général, ces restes vont très vite se polluer, parce que comme on va étancher, mettons, la grande zone, on va avoir des restes qui vont être des zones inondables ou des zones qui vont recevoir, je ne sais pas quoi, des hydrocarbures et autres. Et donc, du coup, je pense qu'on devrait tous s'y mettre. C'est cet inventaire de ces délaissés territoriaux sur lesquels on peut mener des opérations qui sont, en fin de compte, des zones à défendre. Parce que ce dont je parle, c'est plus d'1 million d'hectares en France. Il y a 1 million d'hectares de petites parcelles qui devraient être des zones à défendre, dont personne n'en veut, parce que ça a une valeur nulle, voire une valeur négative pour le remettre sur le marché. Comme le terrain est pollué, comme le terrain est enclavé, comme la forme ne correspond pas à l'aménagement, cette parcelle donc, a une valeur négative, car l'argent qu'il faudra mettre pour la remettre sur le marché, pour qu'elle devienne un équipement, ne sera pas mise, parce que il n'y aura pas le retour sur investissement. Et donc, du coup, toutes ces terres sont en général très liées aux grands organismes aménageurs. Et comme là, il y a une loi qui va passer, ou qui est passée, mais les décrets d'application, je ne les ai pas passés, qui fait que comme maintenant, pour aménager quelque chose, quand vous aménagerez quelque chose sur un terrain dont l'aménagement est nécessaire pour le bien commun, mais en même temps, vous prenez peut-être sur une terre qui est une terre nourricière, vous devrez, par compensation, éventuellement donc, prendre une autre terre qui, elle, est polluée ou qui est donc construite, que vous devrez rendre à la nature. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a une disposition qui peut être très perverse, parce qu'il va y avoir une spéculation sur ça, sur les terrains qui avaient une valeur négative, qui du coup vont avoir une valeur, parce qu'on va pouvoir la négocier pour aménager un autre terrain, quitte à ne rien faire dessus, parce qu'il y a les procédures et tout. Mais nous, on devrait prendre en charge tous ces terrains, et on devrait justement, ces zones à défendre, ces zones-là, c'est ce que Gilles Clément appelle le tiers paysage, qui est un paysage qui se reconquiert naturellement. Et ça, c'est pour peut-être les territoires agricoles, mais en milieu urbain ou périurbain, il y a tout un travail là à faire, qui est peut-être même un mitage de zones à défendre, qu'on pourrait réintroduire justement dans la vie, y compris dans des activités agricoles, culturelles ou sociales. Donc, du coup, moi, je suis beaucoup les gens qui militent sur ces zones à défendre, parce que c'est des gens qui veulent prendre en charge. Moi, je n'aide jamais quelqu'un qui est contre quelque chose et qui ne veut pas assumer la chose pour laquelle il se bat. Je ne me défends ou je n'aide que la personne qui dit « je veux ça, et si je l'ai, je m'en occupe ». Donc, c'est déterminant. Il ne faut pas, voyez, celui qui râle, qui réclame, et à peine après qui s'en va et qui fait autre chose, moi, cela ne travaille pas. Alors du coup, c'est pas que je vais reprendre de l'activité, là, mais pourtant j'avais décidé de ne pas en reprendre. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait une piste, et j'ai envie de réattaquer donc, la Caisse des dépôts, donc, et son directeur général, là, le MA. Si cette disposition vient, je pense qu'il y a un champ, y compris pour des gens justement volontaires et ouverts à ce genre de choses, de prendre pied sur le territoire pour s'occuper de ces choses. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que, si vous voulez, aux États-Unis, comme il y a toujours des mécanismes qui se passent aux États-Unis avant chez nous, et il faut toujours regarder un peu ce qui se passe là-bas, parce que ça nous arrive après. Il y a, si vous voulez, maintenant des gens qui veulent perdre la propriété. Parce que la propriété est contraignante. Si la propriété, en effet, vous possédez, voilà, vous héritez d'un territoire bien placé et tout, bon, bah, vous ne voulez pas perdre la propriété. Mais hériter d'un territoire qui a une valeur nulle, voire négative, on a intérêt à ne pas être propriétaire. Parce qu'il faut continuer à payer des taxes et éventuellement dépolluer le terrain si on veut le remettre sur le marché. Donc il y a aux États-Unis des sociétés écrans qui permettent de perdre la propriété. Et vous héritez de, je sais pas, 500 000 m² à Détroit, d'une usine qui faisait du chrome, par exemple, vous avez intérêt à perdre la propriété, parce que si, pour le mettre sur le marché, il faut la dépolluer, ça va coûter cher. Donc il y a des sociétés écrans pour perdre la propriété. Donc il est possible qu'il y ait une nouvelle forme de propriété sur certaines parties du territoire. Pas sur tout, mais sur une certaine. Et qu'une réappropriation collective
nécessaires pour retrouver cet équilibre, sans que ce soit une collectivité publique qui le prenne en charge. Parce que la collectivité, elle n'aura peut-être pas l'argent pour le faire, et donc personne ne voudra être propriétaire de ces parcelles dont je parle, et nous pourrions, nous en tant que habitants, avoir envie de s'occuper de ces zones à défendre et peut-être de s'en occuper. Voilà. C'est un vaste sujet, mais bon, si j'étais plus jeune, là je pense que je créerais l'Office national des délaissés. Au même titre que je créerais on a créé le crédit agricole, je créerais un crédit urbain. Je ferais une banque mutualiste qui s'appelle le crédit urbain. Bonjour Monsieur Bouchard. Tout à l'heure, vous avez parlé des réseaux sociaux. Vous avez été un peu critique. Et vous avez dit travailler un peu avec Bruno Latour sur certains sujets. Bon, Bruno Latour a pas mal travaillé, il me semble, sur ces questions-là. Finalement, comment est-ce que vous intégrerez ces réseaux dits sociaux, enfin les réseaux numériques, finalement, dans votre vision de l'architecture et dans votre vision de construire peut-être des espaces nouveaux? Alors, quand je dis en effet négatif, c'est parce que c'est peut-être parce que j'y comprends pas grand-chose, mais enfin bon, j'ai quand même des enfants et des petits-enfants qui travaillent, enfin, qui fonctionnent, qui vivent avec, on va dire, c'est pas fonctionner, qui vivent avec. Alors justement, la question, c'est comment ça pourrait être un outil peut-être plus large. Je me suis souvent posé la question. Mais ça, j'ai jamais réussi à le faire, et pourtant je voulais le faire depuis très longtemps. Pourquoi, mettons, on pourrait dire que les gens qui utilisent l'informatique, on pourrait dire que c'est une école de la rue. C'est une formation, vous voyez, au même titre qu'un enfant apprend à parler en entendant les gens qui sont autour de lui, principalement sa mère et son père au début, et après, il n'apprend pas à parler à l'école, il apprend à parler par mimétisme. On peut dire que c'est une école de la famille ou une école de la rue. Sur cette technologie, c'est assez intéressant, il y a une sorte, disons, de structuration qui vient en dehors du système institutionnel de l'école et peut-être même de la famille. On pourrait dire qu'il y a une technologie qui est en avance sur... on peut dire que l'enfance est en avance sur les parents. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui permet de se couper de la génération précédente. Et donc, à un moment donné, j'ai eu un dernier fils, qui travaillait avec qui jouait avec un jeu qui s'appelait SimCity, qui faisait une sorte de ville comme ça. Voilà. Donc je me suis dit, à un moment donné, j'ai commencé à vouloir regarder avec lui, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Il me dit, mais attends, c'est pas un jeu démocratique, là. Il y a un truc qui marche pas dans ton machin. On t'apprend à faire une ville, mais c'est pas comme ça que ça se fait, quoi. Donc on a discuté longuement ensemble, et puis j'ai commencé à regarder comment étaient constitués les jeux. Et en fin de compte, les jeux fonctionnent essentiellement par élimination, par une sorte de rapport de force et tout. Il n'y a pas de jeu de collaboration. Voilà. Après, j'ai commencé à remonter un peu dans l'histoire des grands programmes informatiques et autres, et après avec les jeux japonais, après avec des artistes qui travaillent sur des réseaux. Et j'ai eu envie un jour de travailler justement sur un programme de jeu, qui serait un programme de jeu qui initierait les enfants à la ville, puisqu'on peut penser que les enfants un jour seront des citoyens et peut-être des élus de cette ville, et que peut-être ils pourraient prendre une avance sur nous qui sommes un peu en retard sur ce qu'on appellerait la participation, justement les réseaux sociaux. Mais il faudrait élargir ces réseaux sociaux à autre chose. Voilà, donc je ne l'ai pas fait, mais je travaille avec un artiste vidéaste, plasticien, qui travaille beaucoup sur ça, Pierre Giner, avec qui j'ai fait d'ailleurs une partie de la Biennale de Venise, là. Travaille beaucoup avec les jeunes architectes qui étaient à Venise, existent là, Pierre Schneider et François Wunschel qui travaillent sur ça. Voilà, je ne désespère pas, mais encore une fois, voilà, si j'étais plus jeune, je le ferais, enfin, de créer peut-être un centre de recherche ou un laboratoire de recherche travaillant dans ce domaine. Alors avec Bruno Latour, comme Bruno, il a eu à un moment donné donc de l'argent de l'Europe pour faire une grande enquête sur les modes d'existence, pour savoir en effet, il y a eu Michel de Certeau qui a fait des grandes enquêtes dans les années 70, on a un peu perdu, on a un peu perdu pied par rapport à ça. Donc avec Bruno, on envisage en effet de remettre un contrat de recherche sur ça et d'avoir un laboratoire de terrain dans ce domaine, quoi. Mais là, encore une fois, moi à chaque fois que je trouve un sujet, j'ai envie, mais j'ai plus le temps, quoi. Je vois le temps là, qui court et tout, là. J'ai plus le temps, quoi. J'ai plus le temps. Donc c'est à vous de le prendre, quoi. À vous, mesdames, de le prendre. Là. J'ai plus le temps. Beaucoup de pistes lancées, en tout cas. Est-ce qu'on peut prendre une autre question? Oui.
Bonsoir monsieur. Je voulais savoir à propos de la friche de la Belle de Mai, donc vous travaillez là-bas, toujours peut-être? Non, plus. C'est pas grave, ça changerait à ma question. Je voulais savoir quels sont les rapports de la friche avec le quartier de la Belle de Mai. Est-ce que vous trouvez que la friche est assez ouverte sur son quartier? Et comment les habitants de la Belle de Mai pourraient percevoir la friche, justement? Non, c'est-à-dire qu'il faut toujours replacer tout dans son histoire. Hein, parce que c'est vrai, il y avait une entreprise nationale, donc la Saïta, qui fabriquait quand même du tabac, qui, comme toute entreprise nationale, comme la régie Renault, je sais pas, à Boulogne-Billancourt, c'était un peu un État dans l'État. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces entreprises avaient presque le droit de prendre de l'espace public, même de la voirie, ou d'enjamber de la voirie pour son développement. Quand la Saïta, comme au même titre que la régie Renault, quand elle a fermé, bon, la régie Renault, on l'a démolie. Moi, j'étais contre. J'étais pour qu'on reconquiert lentement. Hein. La friche de la Belle de Mai, on ne l'a pas démolie. C'est-à-dire que la ville de Marseille a décidé de garder la friche de la Belle de Mai telle qu'elle était construite et de voir en marchant ce qu'on pouvait en faire. Ce qui est une démarche assez exceptionnelle, parce que ces bâtiments, on pourrait dire, n'ont aucune qualité architecturale. Ils ont une qualité, simplement, ils sont là, et ils ont été construits avec de la matière, ça a servi à faire des choses, il y a des hommes qui ont travaillé, et peut-être qu'il faut les rendre reversibles, il faut les retourner. Comme à Marseille, c'est plutôt, et comme ailleurs, ce sont en général des gens de la culture qui occupent les espaces abandonnés, soit parce qu'ils cherchent des espaces et qu'on ne leur en donne pas, et donc ils prennent les espaces qui sont libres. Donc très souvent, les reconquêtes industrielles ou les squats, on pourrait dire, sont plutôt des gens de la culture. Comme là, c'était le cas, et qu'ils avaient une très grande surface, ils étaient dispersés sur 120 000 mètres carrés, et que voilà, on ne peut pas garder 120 000 mètres carrés. À un moment donné, j'ai considéré que c'était intéressant d'accompagner beaucoup d'amis, d'ailleurs, qui étaient dans cette friche, pour les aider à se peut-être localiser sur une surface moins grande et éventuellement de revendiquer d'être eux-mêmes les aménageurs, puisqu'ils avaient lancé un mot d'ordre qui était quand même un beau mot d'ordre, projet culturel, projet urbain. Il n'y a pas de projet urbain sans projet culturel. Ça, c'est clair. Et on a fait des projets sociaux, mais on n'a pas pensé que la culture pouvait être structurante sur le plan du projet urbain. Donc du coup, projet culturel et projet urbain, moi, je suis venu pour le structurer. Alors l'idée, bien sûr, c'est comment ouvrir cet équipement sur le quartier. La première idée, comme à Renault, à Boulogne-Billancourt, la première idée, c'est de raser. Comme ça, au moins, on a ouvert. Mais très, très souvent, quand on a rasé, on a créé un vide, et c'est très dur de réparer ce vide. C'est même plus dur. Alors, on remet du plein, on croit qu'on a ouvert, et en fin de compte, on a encore surfermé. Là, en fin de compte, on a dit, on va le prendre, et on va laisser de manière très infime des choses venir s'installer à l'intérieur. La première chose quand même que la friche de la Belle de Mai a faite dans ses investissements, c'est de faire venir une crèche. C'est une association qui a décidé de faire venir une crèche. Vous vous rendez compte de la générosité? Ce n'est pas une crèche d'entreprise de la friche de la Belle de Mai, c'est une crèche de quartier. C'est-à-dire que du coup, sur un territoire qui lui avait été attribué, la friche de la Belle de Mai a dit une partie de ce territoire, je le donne à la petite enfance. Pas mal quand même. Et ensuite, c'est de dire, on va faire des travaux et on va faire en sorte que le territoire s'ouvre. Et peut-être que la friche de la Belle de Mai, elle marcotte, comme on dit, elle aille chercher un équipement en dehors de son territoire. Depuis un an, elle a repris le cinéma, le Gyptis. C'est-à-dire qu'un équipement qui se trouve dans le quartier de la Belle de Mai est géré par la société coopérative de la friche de la Belle de Mai. Et donc, quand l'école des techniciens du spectacle d'Avignon a décidé de se rapprocher sur Marseille, elle met une école sur le territoire de la friche de la Belle de Mai. Quand on met un skatepark qui se met sur le territoire, là, il va y avoir un petit terrain de foot, il va se mettre sur le territoire de la friche de la Belle de Mai. C'est ça l'ouverture. Mais l'ouverture, c'est tous les jours, et c'est sur le temps long. Il faut se mettre ça dans la tête, si vous voulez. C'est le temps long qui fait la vie. C'est le temps long qui fait l'architecture, et c'est le temps long qui supporte la bureaucratie nécessaire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que heureusement qu'on a une bureaucratie. Parce que si on n'avait pas de bureaucratie, ce serait encore pire. Là, on a une bureaucratie qui, en fin de compte, de temps en temps, corrige à la marge. Mais comme il ne faut pas avoir l'impression que la bureaucratie, elle est un frein à tout et qu'elle est donc techno-bureaucratique, il faut dire, voilà, la bureaucratie fait son travail. Moi, je me mets dans le temps long, mais c'est le temps long de la vie. Et donc, moi, je pense que dans 10 ans, sans s'en rendre compte, on passera là et on aura vu un morceau de ville
se transformer et s'ouvrir lentement sur son quartier. Et heureusement qu'il ne s'ouvre pas trop vite, car s'il s'ouvrait trop vite, il risquerait, comme il est fragile, de lui-même basculer peut-être dans ce qu'on voudrait voilà, lui amener pour qu'il intègre. Il faut intégrer lentement les choses, il faut les digérer. Donc moi je pense que c'est une des plus grandes expériences que j'ai faites en milieu disons, de l'urbanisme. Voilà. Parce que je n'y suis plus. Et donc c'est un peu comme ça. Moi j'aime faire les choses et j'aime disparaître. Parce que si vous ne pouvez pas partir, c'est que vous n'avez pas réussi. Si vous ne pouvez pas quitter une chose que vous avez faite, ça veut dire que donc c'est que votre système que vous avez mis en place. Et donc il faut pouvoir partir sans qu'on se rende compte que vous partiez. C'est très compliqué, mais il faut savoir faire cet effort, quoi, voilà, de dire je prends du plaisir pendant que je fais et je sais m'arrêter. Alors une petite question, Patrick Bouchain, on a beau voilà, vous avoir programmé, on a beau vous connaître, vous lire, ce qui apparaît ici tout au long de l'entretien, c'est un extraordinaire esprit d'enfance. Un esprit d'enfance qui est très subversif et qui nous donne aussi, à vous entendre, beaucoup de bonheur et auquel renvoie l'exposition que vous avez en ce moment au CCR, MUSEM. Alors je voudrais que peut-être vous reveniez sur cet esprit d'enfance. J'imagine que vous en êtes conscient, que ce n'est pas quelque chose comme ça qui vous échappe et qui vous traverse. Et voilà, que vous nous en disiez peut-être un peu plus. Et d'où cela vous vient-il ? Je ne suis pas Alzheimer. Hein. Je ne me pisse pas encore dessus, mais... Non, ça vient, c'est terrible à dire. C'est mon père. Voilà. J'ai été élevé par mon père. C'est tout. Et donc, quand vous le dites, ça fait idiot, quoi, mais j'ai été élevé par mon père. Et mon père avait décidé de faire un effort. Il n'avait pas échoué, mais disons qu'il n'avait pas fait exactement ce qu'il avait voulu faire sur mes frères et sœurs aînés. Comme j'étais le dernier, il a décidé de faire un effort sur le dernier. Et donc, moi, je suis un enfant aussi à cheval sur la guerre. Il y a eu des enfants avant la guerre, et moi, je suis un enfant de retour de guerre, on pourrait dire. Un enfant de la paix, quoi. Je suis un enfant de la libération. Mais en même temps, je suis un enfant de la bombe atomique. Et donc, moi, c'est mon père. Mon père m'avait toujours dit, ce qu'il faut, c'est être autonome. Déjà, il faut être autonome. Il ne faut pas avoir de prétention, il faut être autonome. Enfin, c'est une prétention, mais c'est la principale. Il faut être autonome. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a, pas chercher ce que l'on ne peut pas avoir. Il faut, en même temps, se socialiser et se protéger, quoi. Et donc, il m'a, on pourrait dire, en partie formé, et il m'a mis en garde, y compris contre l'école. C'est pour ça que là, je finis ma vie à ouvrir une école primaire, c'est presque un peu en sa mémoire, quoi, parce que il avait obtenu à l'époque, ce qui était quand même assez compliqué, que je ne sois pas noté. Parce que j'étais chez les jésuites, et il avait dit, on ne pourra pas noter mon fils, voilà, je ne supporterai pas qu'il soit noté. Et donc, j'étais le seul à ne pas être noté dans mon collège. Donc j'avais un statut très particulier, et du coup, ce statut de pas grand-chose, mais fondamental, de ne pas être noté, m'a mis dans un rapport très différent avec la hiérarchie de mon collège. Donc je suis devenu un équivalent de mon directeur de collège et de mon supérieur. C'est assez marrant, parce que du coup, il fallait qu'on me parle pour me donner mon niveau. Il fallait d'ailleurs que moi, je me défende. Voilà. Et ensuite... il m'a dit, ce qui est une chose quand même, ce qu'on ne dirait pas à un enfant aujourd'hui, il m'a dit, quand tu es mûr, tu quittes l'école. Et vous vous rendez compte que j'ai quitté l'école à la fin de ma 3e. Il m'a dit, je pense que tu es mûr, tu peux y aller, présente le concours d'entrée aux Beaux-Arts. Parce qu'à l'époque, on pouvait le présenter son baccalauréat, quoi. Et je l'ai présenté, j'étais reçu. Donc je suis rentré, j'étais plus jeune. J'avais 16 ans et 2 mois, quoi. Vous vous rendez compte ce que c'est que de rentrer dans une école jeune comme ça. Et en même temps, quand on rentre trop jeune, j'ai été submergé, puisque vous voyez, voilà, les garçons buvaient, fumaient, avaient des copines. Moi, il n'y avait rien de tout ça. Moi, je débarquais dans un machin comme ça. Et du coup, ça a recommencé. J'ai repris un statut d'enfant, pour dire, vis-à-vis de mes profs. Donc j'ai été l'enfant, non plus de mon père. C'est comme si il avait considéré qu'il avait plus... J'étais sevré. Je pouvais être l'enfant d'un quelqu'un qui connaissait mieux que lui dans ce domaine, quoi.
Et donc, j'ai fait ça tout le temps. En fin de compte, à chaque fois, j'ai comme un maître, je sais pas, ou comme quelqu'un qui m'a tiré de l'enfance ou tiré de l'adolescence, après tiré de l'âge adulte, qui m'a formé. Et puis un jour, bah, voilà, il y a une bascule. C'est d'un seul coup, vous apercevez que voilà, vous-même, vous êtes poussé par plus jeune. Et du coup, je me suis intéressé à la jeunesse, à dire, en fait, non, si je n'ai pas été formé, peut-être qu'il y a un problème. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé une école. J'ai créé une école assez expérimentale en 81, à la demande du délégué aux arts plastiques et du ministre de la Culture, des ateliers de création industrielle, qui s'appuie sur voilà, un enseignement tout à fait pragmatique. Et j'ai enseigné. Et après, j'ai décidé très tardivement de faire mon métier, puisque j'ai commencé mon métier à 50 ans. Voilà. Donc, en sortant de l'école très tôt, je ne l'ai fait qu'en étant mature. Et donc, c'est ça qu'on pourrait dire. En fait, quand on reste un enfant, parce qu'on a tous l'expérience de l'enfance, quoi. Il faut donc faire très attention à garder cet esprit de l'enfance. N'oubliez pas que quand Louis XIV est arrivé à Versailles et qu'il a rencontré Jules Ardouin-Mansart, il a donné comme seul programme à Jules Ardouin-Mansart, alors qu'il héritait du château de son père, Louis XIII, il a dit « Mettez-moi plus d'enfance et de gaieté et de bonheur dans ce château ». Donc je pense que c'est ça, quoi. Et voilà, bah donc, je ne sais pas si j'ai gardé l'esprit de l'enfance, mais c'est vrai que je suis intéressé par cette immaturité, justement. C'est ça qui m'intéresse. C'est cette chose qui existe. Je ne sais pas pourquoi, vous voyez, on est structuré pour faire, je ne sais pas quoi. Non, mais c'est vrai, on est structuré pour apprendre une langue, voilà, on n'a pas toujours appris. On est par mimétisme, par transmission. Et qu'est-ce qui fait que, voilà, on oublie tout, quoi. On lit des auteurs, on lit des poètes, on lit je sais pas, on voit des peintres, je sais pas, de Masaccio. Enfin, quel âge avait Masaccio quand il a peint toute son œuvre, quoi. Quel âge avait Renzo Piano quand il a gagné le concours du Centre Pompidou. Il faut arrêter de dire qu'on est, voilà, qu'on est mûr qu'on ne peut pas commencer. Il faut commencer très tôt et finir très tard. Donc il faut rester enfant, quoi. Mais en même temps, il faut mûrir. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir 70 ans. Mais des fois, je le sens. J'ai mal au dos. Mais ça va encore. Je mourrai en activité. Ne vous inquiétez pas, je n'encombrerai pas le monde. On va prendre une dernière question. Je crois que c'est vous qui avez fait ou transformé le lieu unique à Nantes. Ouais. Non ? Alors, je voulais vous remercier parce que je suis allé quelquefois à Nantes pour la folle journée et au bonheur de la musique, c'est rajouté le bonheur du lieu unique. Alors, merci. Mais je vais quand même le raconter vite fait. Parce que celui-là, je n'avais jamais fait de concours. Parce que justement, j'avais 50 ans. Voilà. J'avais un peu plus. J'avais 54 ans. Je n'avais jamais fait de concours parce que je pensais que je n'allais jamais les gagner. Celui-là, je l'ai fait pour le perdre. Et j'avais décidé de le faire pour démontrer que les concours en architecture, c'est scandaleux. Parce qu'on ne peut pas choisir un architecte à l'aveugle. On ne peut pas choisir un architecte sur un dessin et exécuter le dessin qu'on a choisi. Donc, j'ai décidé d'y aller et de perdre. Donc, j'étais très détendu. Je suis allé donc devant le jury, parce qu'à l'époque, on avait encore un passage en oral, ce qui était quand même pas mal. Et je n'ai rien montré, j'ai raconté l'histoire. Et au bout de 20 minutes, le président du jury a dit « Mais votre projet, c'est quoi ?» Je viens de vous le raconter. Il dit « Mais le projet architectural. » Je dis « Le projet architectural, je ne peux pas le faire. Moi, je peux vous raconter comment je le ferai. Et donc, si vous voulez que je le fasse comme ça, il faut me prendre. » Donc, j'ai eu 18 voix sur 19. Je n'ai pas eu le président de jury. Mais j'étais hors concours parce que je n'ai pas montré de dessin. Et donc, après, le soir, on m'a téléphoné. On m'a dit « Voilà, bah, c'est toi, mais tu es hors concours. C'est François Seigneur qui l'a. » Donc j'ai trouvé que ce n'était pas juste. Je me suis dit, mais quand même, si j'ai 18 voix sur 19, c'est que le jury, voilà, il faut quand même qu'il présente devant le conseil municipal ou devant le maire le résultat du jury. Puis après, le conseil décidera. Mais ce n'est pas le jury qui peut décider. Donc j'ai demandé à rencontrer le maire, ce qui était très dur, puisque voilà, il ne voyait pas pourquoi je voulais, Jean-Marc Ayrault voulait. Ouais, pas. Donc c'est grâce à Jacques Lang. Jacques Lang lui a fait un petit mot à l'Assemblée nationale en lui disant « Monsieur le Duc, je vous demande de rencontrer Patrick Bouchain. »
Donc, du coup, j'ai eu un appel et j'ai rencontré Jean-Marc Ayrault. Je lui ai raconté la même histoire. Il m'a dit, mais c'est pas sérieux votre histoire quand même. Jamais on a fait ça. Je lui ai dit, faites l'essai. J'en fais le double pour le même prix. Faites l'essai, on verra. Et du coup, il m'a mis le directeur général des services sur le dos en me disant, vous le contrôlerez. Parce que Jean-Marc Ayrault, il est comme ça. Après, j'ai eu l'adjoint à l'urbanisme pour me contrôler, l'adjoint aux travaux pour me contrôler. Et du coup, j'en ai fait un lieu de formation. Vous voyez, parce que moi-même, je me suis formé à ça, à leur contact. Et eux m'ont formé et moi, je les ai formés. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a fait un lieu comme ça. Il est le produit de cette entente transversale. Ça ne s'est jamais reproduit. Et j'ai donc un petit mot manuscrit sur une lettre avec un petit écusson de Jean-Marc Ayrault à la fin du chantier, qui a dit « Monsieur, cet équipement est conforme à l'histoire que vous m'avez racontée. » Voilà. Bon, on vous remercie beaucoup, Patrick Bouchain, d'être venu ce soir. Vous nous avez, je pense, fait passer à tous un très bon moment. Et vous avez su répondre à ma première question, qui est pourquoi vous avoir invité ce soir dans une conférence sur le bonheur. Pourquoi alors Pour ce moment.